C'est dingue de voir à quel point les séries d'aujourd'hui ont un mal de chien à tenir sur la durée. Et dans le cas de House of the Dragon, j'ai l'impression d'assister à une mort lente et douloureuse. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série américaine que vous connaissez tous bien sûr, House of the Dragon, la série de fantasy créée par Ryan Condal. Bien entendu, je vous renvoie sur ma playlist dédiée et surtout à ma première vidéo sans spoil sur le premier épisode de la saison 3. À l'inverse, mon analyse mi-saison et celle que je vous sors aujourd'hui, spoil à gogo. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Mais comme à chaque fois, je trouve ça intéressant de garder l'épisode final à part dans un chapitre entier pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Au moment où je m'enregistre, Nielsen affiche une audience relativement stable au cours de la diffusion de cette saison. Pas de chute particulière, si ce n'est une chute significative par rapport à la saison 2 qui, elle aussi, était déjà en baisse par rapport à la première. Et j'avoue être très curieux de voir à quel point les spectateurs vont continuer de s'intéresser à cette histoire qui s'éloigne de plus en plus des livres pour se rapprocher davantage d'une écriture digne des dernières saisons de Game of Thrones, voire carrément de certains épisodes de la série The Witcher de Netflix, si on accepte le visuel qui reste, ma foi, très impressionnant. Dès le moment où George R.R. Martin a décidé de se barrer du projet, cette série est devenue une véritable bombe à retardement. Malheureusement, je constate que les gens s'en fichent un peu de l'histoire, voilà. Tant qu'il y a des bons gros dragons, voilà, du pain, des jeux et des dragons, ils sont contents! Et je le constate sur la notation des épisodes sur le site IMDb, les notes gonflent uniquement en fonction des scènes d'action. C'est un phénomène que j'avais remarqué avec la série The Last of Us. En revanche, l'épisode 3, lui, possède une note bien plus basse alors qu'il était le plus intéressant selon moi en termes d'écriture. Avant d'enfourcher nos dragons, je vous informe que j'ai installé une promo de moins 15% sur l'intégralité de mon catalogue Patreon pour un abonnement seulement, et c'est valable aussi sur l'abonnement annuel durant tout le mois d'août avec le code PLOTTIME-08-2026. C'est le moment idéal pour aller voir ma dernière vidéo bonus où on y débriefe les trailers d'Avengers Doomsday, la saison 3 des Unpower, aka bien sûr les Anus du pourboire, et ma réaction aux critiques négatives du film Citizen Vigilante. Tout ça est dispo en description et en commentaire épinglé. À présent, nous pouvons reprendre notre envol. Les tensions et les manœuvres politiques s'intensifient alors que Criston Cole meurt comme un gros caca et Kaemon fantasme sur sa gentille petite maman Alicent à Arenal avant de se retrouver empoisonné par ces dernières. Le pouvoir de Rhaenyra à Port-Royal vacille sous la pression du mécontentement populaire, des désertions et des manipulations internes. On en a gros. Pendant que Daemon tente de protéger sa fille Rhaena tout en se réconciliant avec Rhaenyra, la menace de la maison Hightower s'amplifie à Chutebourg où Hormone parvient à convaincre Ulf de trahir les Noirs. Pendant ce temps, Aegon et Tyrion échappent de justesse à la capture grâce à l'intervention magique du Deus Ex Machina, Feu du Soleil. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec mes propos dans cette vidéo, je sais que ce que je m'apprête à dire est plutôt dur pour une série que j'ai encensée depuis longtemps, mais plus la saison 3 avançait, plus j'ai eu l'impression de me retrouver face à un épisode de la série The Witcher. L'épisode 6 en était un cas d'école parfait, puisqu'il partage les mêmes défauts en termes d'écriture. Et les choses empirent à partir de l'épisode 7, qui se transforme littéralement en épisode géant de Camelot. Je pense à la scène réunion de la table ronde, avec Rhaenyra dans le rôle d'Arthur, où la série commence doucement à virer au comique, en sous-exploitant les tensions de guerre qu'on ressortait pourtant encore dans la saison 2. Et les choses deviennent bien pires quand la série essaie de nous faire croire qu'Arenal est censé avoir de la valeur, alors qu'on n'y voit plus que 2 pecnos dans une ruine en forme de forteresse. C'est un sentiment qui se partage un peu partout. Par exemple, on a de moins en moins de scènes en extérieur à Port-Royal, juste des intérieurs dans des endroits clos. En dehors du grandiose des scènes d'action, on constate un problème de gestion de budget de plus en plus concret. Du côté des Noirs, on constate que tout comme son père, Rhaenyra commence à se couper sur le trône. Une façon de montrer que ce dernier la rejette. Bien qu'on pourrait se souvenir que ce concept n'existait pas dans la série originale, malgré les crapules qui ont siégé sur ce trône, il est bon de rappeler que ce détail était bel et bien présent dans le livre Feu et Sang, et ça, c'est très cool. Alicent, de son côté, devient un personnage de plus en plus confus. On ignore si elle agit pour elle, pour le royaume, ou pour ses proches, car la voir se raccrocher à Alenna à ce point
nous prouve qu'elle a peur de perdre son côté maternel. Mais dans quel but? D'ailleurs, moi qui vous ai parlé des problèmes d'écriture et de logique qui commencent de plus en plus à se faire sentir, on notera Alicent qui se déplace à l'autre bout du monde d'un épisode à l'autre. En effet, on la voit se téléporter de Port-Réal à Arenal comme si elle se déplaçait chez ses voisins. Un trajet qui impliquerait normalement plusieurs jours, voire plusieurs semaines à cheval. Alors certes, elle se déplace avec quelqu'un, mais j'aurais presque pensé qu'elle est arrivée à destination en prenant le métro. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on se croirait revenu dans les heures les plus sombres de la série The Witcher de Netflix, qui en avait carrément rien à carrer de sa propre géographie. Et là, vous allez me dire, mais c'est normal, c'est une ellipse! Certes. Le problème, c'est que je ne ressens plus le poids et la grandeur vertigineuse de l'univers. Pour une distance aussi importante, ça aurait été sympa de répartir quelques scènes de voyage par exemple, tout en le mêlant à une intrigue bien plus intéressante, je sais pas, quelles scènes qui se baladent à droite à gauche à Port-Réal, pour ne rien raconter. Quant à Rhaena, j'ai beaucoup de mal à comprendre où cherchent à nous emmener les créateurs avec elle et je ne comprends toujours pas pourquoi on donne autant d'importance à Lady Jennarine alors que son arc aurait dû prendre fin il y a bien longtemps. La scène d'affrontement des dragons voleurs de moutons, Syrax, Caraxès et Fumée des mers, en plus d'être un bordel visuel et sonore, m'a semblé factice dans l'histoire principale. C'est justement à cause de l'annulation du personnage d'Ortis qu'ils en arrivent à produire ce genre de scène coûteuse pour pas grand chose. C'est d'ailleurs un peu pénible de voir tout le monde accorder leur violon pour dire que Rhaena a tué Jaehaerys dans une scène de bataille tirée par les cheveux, au niveau du timing dans le lore, alors que le livre ne parlait que d'une simple conséquence de guerre. De plus, l'arrivée hasardeuse de Rhaena dans la bataille du Gosier accentue ce problème de cohérence géographique vis-à-vis du timing presque miraculeux, tout en nous faisant oublier que Jacques s'est rendu à la bataille de son propre chef. En bref, si ce personnage est mort, c'est surtout parce qu'il est nul. Désolé, je casse un peu une légende, mais c'est comme ça. Concernant les autres, la réaction de la femme d'Hugues Marteau ça n'a aucun sens. J'ai même pas envie de développer. Disons que je me force. Le mec revient. Il a fait exactement ce qu'il avait prévu de faire et sa femme pète un câble parce que... les choses de l'amour, bla bla bla. Et le largue. Est-ce que vous connaissez un petit peu les choses de l'amour? Les choses de l'amour? Oui. Bah tout dépend. Mais vous savez que... on est dans Game of Thrones, hein. On n'est pas dans le New York d'aujourd'hui. Quoique, c'est pas une décision qu'on est censé prendre à la légère, hein. Alors qu'elle a manqué de se faire violer quelques épisodes plus tôt, tout nous montrait que cette femme attendait le retour de son mari. Sauf que le scénario a dit non sur un coup de tête, bête et méchant. Vous savez quoi? C'est juste mal écrit en fait. Voilà. Faut pas se prendre la tête, hein. C'est juste mal écrit. Ce qui m'a vraiment achevé, c'est sa dernière déclaration. Je n'abandonnerai pas ma famille. I won't forsake my family. Ta famille? Quelle famille? Vous savez quoi? Je sens que la série avait besoin de développer bien plus de choses de ce côté-là. Petite mention à Baela qui galoche Aline, limite sur le cadavre de Jacques. Et j'ai vraiment envie de vous renvoyer à ma vidéo où je parle du bisou lesbien entre Rhaenyra et Mysaria. Et j'explique pourquoi ça fait encore polémique, enfin pourquoi, comment dire, les couples homosexuels font encore polémique aujourd'hui. Et je fais le parallèle entre la présence des personnages LGBT, souvent en raccord avec une mauvaise écriture. En fait, ce qui est choquant, c'est pas le baiser lesbien, c'est la précipitation et la mauvaise écriture. J'ai la justesse de faire des comparaisons avec la même chose, mais avec des couples hétéros. Généralement, ça choque autant. Un couple hétéro qui s'embrasse dans un contexte qui n'est pas du tout approprié, c'est choquant. Et bien là, je remercie cette série qui nous redonne cet exemple, mais dans une version hétérosexuelle. Ça n'a jamais aussi bien marché dans ce contexte, car, alors je sais pas pour vous, mais je trouve que ça sort complètement de nulle part. De plus, la série sous-entendait qu'il allait se passer quelque chose entre Adam et Baela. Et là, non seulement la meuf est censée être encore en deuil, de Jaehaerys, non seulement quasiment rien n'a été développé entre elle et Jacques, mais en plus on nous sort ce galochage quasiment de nulle part, alors qu'il n'y a eu que très peu d'interactions entre Aline et elle. Et c'est là que tu sens que l'auteur d'origine s'est barré. Les mecs essayent de se raccrocher aux branches par rapport aux grands événements indiqués dans le livre, mais sans savoir comment les raccorder. George R.R. Martin savait comment le faire, mais maintenant qu'il est plus là, les scénaristes sont paumés. Et ça se voit tellement. Et vraiment, c'est plus on avance, plus ça se voit. Et ça va ne faire que s'empirer à partir de la saison 4. Et justement, concernant les baisers lesbiens, durant toute cette saison, Mysaria aura eu un rôle factice, remplaçable par n'importe qui n'aura servi à rien d'autre que... bah voilà. Alors, à ma connaissance, je rappelle quand même que le livre ne fait aucune mention de bisexualité pour ce personnage.
C'est bien de le rappeler, voilà, je pose juste ça là. Du côté des Verts, le bal du boucher a été expédié en 2-2. Dans mes souvenirs, il y avait une atmosphère bien plus sombre avec un énorme sentiment de désespoir. Mais, une fois encore, je peux vous garantir que dans cette scène ultra bâclée, j'ai ressenti... Je suis désolé, je le répète, mais des vibes de The Witcher, saison 4. Et oui, là ça commence à piquer. La mort de Kristen Cole me paraissait bien plus épique dans le livre, et je trouve ça amusant de voir certains fans persister à justifier ce travail bâclé en expliquant que c'est cohérent avec le personnage de Cole devenu insignifiant. Sauf que ça, ce n'est pas de la cohérence, c'est juste dans la continuité directe d'un scénario mal écrit, je le redis. Par exemple, ce passage insiste sur le fait que Kristen Cole aimait Alicent, information qui n'apportera plus grand chose pour la suite, puisque cet arc a été sous-développé. Hormone, quant à lui, continue son parcours de méchant Disney, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, son point faible, les odeurs. On en est là? Vraiment? On en est là? Genre ça va être quoi pour l'antagoniste de la saison 4? Son point faible, il est chatouilleux. Et des pieds, attention! Si tu veux battre Hormone, il suffit de lâcher une bonne grosse caisse à côté de lui. Ok. À Rénal, les spectateurs ont détesté l'arc de Daemon, du coup, les scénaristes se sont dit, on va refaire la même chose, mais avec Aemon. C'est parfait comme ça. Et c'est ici qu'Alice se fait passer pour Alicent afin de séduire le garçon. Et je trouve ça marrant de voir à quel point Game of Thrones censure la nudité aujourd'hui. Trop à mon goût. Il y a un côté très borderline alors que la saison 2 nous avait envoyé du kiki et des nichons dans tous les sens. Là, ça redevient censuré à un niveau parfois un peu absurde. Au moins, la série originale était sur la même longueur d'onde du début à la fin. Et pour finir, avant d'entamer l'épisode final, l'arc d'Aegon, j'ai trouvé ça très chelou que Larys décide de quitter Aegon avant le dénouement final, à croire qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait depuis le début. Spoiler, c'est confirmé. Heureusement, le retour de Feu du Soleil était intense, je crois même que c'était l'un des seuls bons moments des épisodes 4 à 7 réunis. J'adore ce visage zombie du dragon, en raccord avec le visage brûlé d'Aegon. Nul doute que ce jeune roi est destiné à perdre complètement les pédales maintenant qu'il retrouve son plein potentiel. Dernière petite mention concernant la série qui spoil à l'avance la trahison d'Ulf, c'est la petite touche finale, qui montre qu'il y a un énorme décalage par rapport à la série originale qui aurait saisi l'occasion pour créer une scène de rebondissement dans la suite de l'histoire, mais soit. Passons désormais à l'épisode final. Comme je m'en doutais, la saison mise tout sur son épisode final. Très bon rythme, bonne scène d'action, combat de boss, excellent montage, close-up stylé, musique en raccord total avec l'action, menu maxi best-of, grande frite, grand coca, c'est peut-être même l'un des meilleurs épisodes de la série et les gens ne retiendront malheureusement que ça, en pardonnant injustement les vilains défauts de l'écriture. Je suis une nouvelle fois très impressionné par la prestation d'Emma Darcy. Tu sens toute la pression sur ses épaules qui éclate à ce moment précis, et ça renforce l'idée que je trouve ça dommage de voir tout ça mêler un scénario en dents de scie, un véritable potentiel gâché. Mais peut-être que la saison 4 retombera sur ses pattes, qui sait. En tout cas, Rhaenyra se réveille enfin et Daemon a l'air heureux. Non mais regardez un peu son visage. Il est heureux. Après avoir appris qu'Aegon a survécu, Rhaenyra perd encore plus la boulette. Elle s'embrouille avec Baela, renvoie Mysaria et force Helaena à passer à table. Enfin, littéralement. Le fait que Mysaria se fasse expulser confirme à quel point elle n'aura servi à pas grand chose durant toute cette saison. Dans le livre, elle sert à créer une cassure entre Rhaenyra et Daemon. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici, c'est même plutôt l'inverse. Le lien entre Rhaenyra et Daemon n'aura jamais été aussi fort. Plus tard, la reine va même jusqu'à ordonner à Lynn à tuer le grand septon. Une ligne rouge a été franchie, messire Merluchon. Dans un éclat de folie, elle révèle au peuple de la ville le rêve d'Aegon le Conquérant, affirmant que les prophéties la destinent à régner. Dans ce même épisode final, on voit Joffrey, l'héritier, et je trouve ça ouf d'apercevoir ce personnage popé dans la foulée. Ça montre encore une fois que cette saison a souffert de beaucoup de précipitations. De l'autre côté, Alice informe Aemon qu'elle a été frappée d'une malédiction d'immortalité pour avoir échoué à sauver son fils mourant par la magie. Bon, on n'est pas forcément plus avancé de ce côté. Par contre, la confrontation entre Aegon et Aemon était assez inattendue, mais pas moins jouissive, et c'est dans un excès de colère que les deux frères vont peut-être trouver un accord en s'unissant réellement. En effet, Aegon convainc un Aemon, rongé par le remords, de l'aider à reprendre le trône de fer,
une fois qu'ils auront retrouvé Vagar. Alors que l'armée d'Etuli encercle Shutbourg, Hormone déploie des enfants le long des remparts pour dissuader Daemon d'utiliser Carxès. Ah, bien essayé, mais ça c'est mal connaître son ennemi, hein. Daeron charge Gwaine de libérer Corlys et de négocier avec Daemon afin de diviser le royaume, mais ce dernier refuse, et heureusement car tous ces complots devenaient un peu confus. Pendant ce temps, les deux camps se lancent à la recherche d'Ulf. C'est Hormone qui le retrouve en pleine gueule de bois, le kiki à l'air, avant de le rouer de coups. Sans le savoir, Hormone a signé son arrêt de mort. J'ai adoré ce conflit entre trois camps totalement opposés. D'un côté, les Noirs qui souhaitent reprendre leur trône, de l'autre, les Verts divisés en deux, maintenant qu'Aegon est de retour et qu'Hormone veut poser Daeron sur le trône. En tout cas, je suis content de voir que Tommy Flanagan, en Lord Roderick Dustin, ait eu plus d'importance dans ce final. Il nous fait d'ailleurs une jolie petite danse avant la bataille. On a même le droit à un magnifique petit plan séquence lorsqu'il grimpe sur l'échelle avec cette superbe plaine en arrière-plan, ça fout un peu le vertige. Les loups de l'hiver escaladent les murailles de Shutbourg pendant que Caraxès détruit la porte principale. Ulf chevauche Aile d'Argent et attaque les forces de Tully avant de péter complètement un câble pour incendier Shutbourg, tuant Hormone et Roderick pendant qu'ils s'affrontent. Alors, j'avoue que Ulf qui crame Hormone pendant que ce dernier se prend un couteau de Roderick dans le cul, c'était pas dans mon bingo. Jon affronte Daemon en duel, mais l'attaque d'Ulf interrompt leur combat. Et d'ailleurs, pendant le visionnage, je me suis dit, mais c'est qui lui en fait? Jon Roxton fait partie de ces nombreux personnages un peu sous-exploités à mon goût, qui rend l'affrontement entre lui et Daemon quelque peu caduque. Hélas, c'en est fini pour les Noirs, Corlys convainc Daemon de battre en retraite et Gwaine ne parvient pas à retrouver Daeron. Hugh est un peu mis en retrait dans cet épisode alors qu'il est censé avoir de l'importance et je n'ose pas vous dire ce qu'il advient de lui puisque ce serait vous spoiler le livre sans faire exprès. En tout cas, Hugh découvre le corps sans vie de Kat si seulement il n'avait pas écouté les scénaristes. Rhaenyra apprend qu'Elaena s'est donné la mort en sautant d'une fenêtre, laissant derrière elle une broderie montrant Rhaenyra ensanglantée sur le trône de fesses. La mort d'Elaena est indiquée de cette même façon dans le bouquin et je me demandais quand est-ce que ça allait enfin arriver, d'autant qu'on ne comprend pas ce qu'ils ont voulu raconter avec elle durant toute cette saison, à part les prophéties et compagnie. C'était donc Game of Thrones House of the Dragon et ce fut une saison 3 remplie de turbulences. En revanche, c'est un final comme ça que j'imaginais pour la saison 2. Malheureusement, ça ne rattrape pas les défauts de cette troisième saison, mais nul doute que je serai au rendez-vous pour le grand final, et nul doute également que la très grande majorité aura oublié ce scénario branlant grâce aux scènes d'action. J'imagine déjà que les notes IMDb seront explosives et que les audiences suivront. Cela dit, malgré la beauté des scènes d'action du final de Game of Thrones, les gens étaient quand même mécontents, donc je suis très curieux de voir où tout ça nous emmènera pour la suite de cette série. En tout cas, je suis conscient que j'ai été très dur dans cette vidéo, mais je suis généralement dur avec les choses que j'apprécie. Mais comme je le dis à chaque fois, il ne s'agit que de mon avis, ça ne changera pas le vôtre, et c'est pourquoi je vous invite à m'en faire part dans les commentaires, comme à chaque fois, j'y prêterai attention. Et avant de quitter, n'oubliez pas le lien de mon Patreon en commentaire épinglé et en description, avec le code promo de moins 15%, qui vous donnera accès à l'intégralité de mon catalogue sur Patreon. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.